est-ce que des réactions par rapport à... Donc 3 communications qui sont intéressantes, hein, et je trouve que la dernière est passionnante parce qu'on voit finalement parfois peut-être les contradictions entre ce qui se passe du côté des administrations et comment le droit pense un certain nombre de dispositifs et les souhaits des citoyens. Pierre. Merci beaucoup Nathalie. Et merci effectivement aux intervenants, c'était absolument passionnant dans des registres complètement différents. Et j'aurais une question, et une remarque pour Christophe et Laura. Effectivement, moi, j'ai été aussi passionné comme toi, Nathalie. Et il se trouve, je suis donc dans une autre vie, je suis premier vice-président du Césaire sur la santé, Césaire Centre Val-de-Loire. Et il se trouve qu'il y a un groupe de travail donc dans notre territoire régional qui a fait une étude, alors plus limitée que la vôtre, mais à la fois qualitative et quantitative, auprès des jeunes. Alors, on a surtout eu, je le précise, des réponses des étudiants. Ce n'était pas le but, mais c'est le retour. Des étudiants donc de Tours et d'Orléans essentiellement, un petit peu aussi dans les villes antennes, donc les villes chefs-lieux. Et à la surprise générale, c'est pour ça que ça me fait évidemment réagir, alors que dans le discours régional, c'est de dire, bon, en gros, les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de problèmes de santé, ils sont jeunes. Préoccupation numéro 1, la santé et en particulier l'accès aux soins. Alors évidemment, quand on connaît bien la région, ça ne surprend pas tant que ça. Et puis on est dans une perspective post-Covid. Et en particulier dans les problématiques de santé, parce qu'il y avait des entretiens qualitatifs, donc c'était un peu plus fin, santé mentale. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les perceptions et, comme tu l'as dit, Nathalie, l'écart avec les perceptions des élus. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Oui, j'avais une question à Julien Thomas sur sa présentation. Votre analyse est assez pessimiste sur ces formes de coopération métropolitaine. Est-ce que, d'une manière générale, ça ne rejoint pas un peu le constat des difficultés de l'innovation dans l'organisation et dans le fonctionnement de nos territoires, et notamment ici dans des formes de coopération à distance? C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler sur des territoires qui sont des territoires du politique un peu traditionnels, avec des maillages officiels, institutionnels. Et là, on est dans des formes de coopération qui sont beaucoup plus souples, qui sont sur du vrai politique, pas du territoire au sens du pouvoir, mais du vrai projet politique. Et là, cela illustre un petit peu, je trouve, encore une fois, ces difficultés en France de créer ces cadres de coopération à distance. Voilà. Et puis j'avais une autre question un petit peu, l'articulation avec les SCOT, parce que justement les SCOT aussi, les SCOT première génération, loi SRU, cherchaient à mettre en place une coopération à distance, un dialogue entre la ville et les territoires environnants. Et donc là, je me demandais s'il n'y avait pas quelle articulation, quelle différence entre cette forme de coopération et puis justement les SCOT, et souvent aussi leurs difficultés à se mettre en place. Merci Nathalie. Oui, alors plutôt qu'une réponse, je vais plutôt m'associer à cette réflexion. On peut penser que l'idée même de coopérer est encore à digérer, ne serait-ce qu'en passant de la commune à l'intercommunalité. Parce que là, on parle de coopération où il s'agit de lier des intercommunalités. Donc c'est encore une étape suivante. Et je ferai le lien avec le SCOT et cette volonté, je pense ordonnance de juin 2020, d'aller notamment, non plus du bassin de vie, mais vers le bassin de mobilité, vers le bassin d'emploi. Donc d'aller plus loin. Et donc tout simplement, alors que le PLU passe au niveau intercommunal, d'aller au-delà. Et ce pas est compliqué à franchir. Donc il semblerait que le temps de digérer l'intercommunalité, ce phénomène d'intercommunalité, avec en plus l'achèvement de la carte intercommunale, donc il y a des intercommunalités élargies, la communauté de communes qui passe d'un seuil de 5 000 à 15 000, il y a quand même de nouvelles habitudes à prendre. Le seuil suivant de lien intercommunal, peut-être, est encore à passer et ce besoin encore à identifier. Une fois encore, ça n'est qu'une hypothèse, je n'ai pas rien pour le vérifier, mais j'ai cette impression malgré tout. Et dans ce cadre, dès lors que le besoin aura été identifié, s'opposera la question des moyens de le faire. Alors c'est vrai que j'en riais un peu, mais ces éléments de marketing, de lancement de nouveaux dispositifs, évidemment, ont un rôle.
ça existe. Voilà, on lance le contrat de réciprocité, on lance le contrat de ruralité. Alors évidemment, c'est trop tard pour dire on lance l'entente intercommunale qui existe depuis longtemps, mais ce sont les précédents, évidemment, les précédents réussis qui permettront, on peut imaginer par contamination, mais contamination positive, à les faire se déployer. Simplement, c'est lent. Voilà. Donc, c'est pas vraiment du pessimisme, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes à prendre probablement. Peut-être pour rebondir là-dessus, alors déjà pour rebondir sur le terme marketing qui est... je sais que les juristes sont très pointilleux sur l'utilisation des termes et c'est une très bonne chose. La preuve en étant que le contrat de réciprocité est une redondance absolue. Mais de la même manière, l'utilisation du terme marketing est souvent utilisée à mauvais escient. C'est-à-dire que, dans l'exemple que vous donnez, c'est ce que j'appelle la communication politique. Le marketing, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est sur une réflexion autour de la création de valeur par rapport à quelque chose qui est existant. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui est fait, qui est un petit peu de la poudre aux yeux, c'est du marketing. En fait, c'est pas ça, le marketing. Mais voilà, c'est plus sur l'utilisation du terme marketing qui seront utilisés, ou alors quand des gens font de la vente forcée, on dit ça c'est du marketing. Non, c'est de la vente forcée. Enfin, le marketing, c'est pas de la vente forcée. Bon, ouais, ça c'était petite parenthèse, mais au-delà de ça, nous c'est un sujet sur lequel on travaille. Laura fait sa thèse là-dessus, mais elle sur les relations entre les métropoles et les régions, autour des schémas régionaux de développement économique et des schémas métropolitains de développement économique. Et moi, j'étais, il y a quelques semaines, à la Convention des intercommunalités de France à Bordeaux, où j'étais invité pour parler d'attractivité avec des élus. Et je pense que la difficulté, c'est sur le terme de coopération. C'est-à-dire que, quand on avait travaillé sur ce sujet avec Laura, on était sur un continuum qui partait, on va dire, d'éléments de consultation, concertation, coopération et collaboration. Et dans le terme coopération, il y a beaucoup de territoires, et ça rejoint un petit peu votre réflexion, notamment entre les différents types de territoires avec les différents contrats, qui parlent de coopération. Et la coopération, pour le faire simple, c'est de dire chacun fait ce qu'il veut, et à la fin, via un contrat, on essaye de montrer qu'on le fait quand même ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en montrant, via ce contrat qu'on le fait ensemble, on va récupérer des financements. Ce que vous aviez cité d'ailleurs comme exemple en disant en faisant ça, on sera éligible. Là, on fait un contrat et on sera éligible pour avoir droit à certains types de financement. Et lorsqu'on va sur l'autre extrémité du continuum, on rentre sur des logiques de collaboration. Et la différence, pour nous, sur la partie collaborative, c'est que lorsqu'on collabore, on définit ensemble les objectifs. Ce n'est pas chacun qui définit son objectif et après on coopère. Et donc c'est vrai qu'il y a un glissement, je trouve, sémantique. C'est-à-dire les gens utilisent ce terme de collaboration un petit peu tout le temps de la même manière, alors que parfois on est dans la concertation ou la consultation, parfois dans la coopération, mais très rarement dans la vraie collaboration. Et on l'a vu là sur les SRDE2I. Dans les SRDE2I, il y a l'obligation pour les régions d'impliquer les métropoles dans les schémas régionaux de développement économique. Donc, nous, Laura a travaillé sur 4 cas, mais il y avait Provence-Alpes-Côte d'Azur, il faut inviter Aix-Marseille-Provence Métropole, il faut inviter Nice-Côte d'Azur Métropole. On invite. Voilà, ils sont là, on note, ils étaient là, ils ont été associés, on a collaboré. Mais voilà, ça c'est de la coopération, c'est de l'affichage, mais disons qu'il n'y a pas besoin de texte et de schéma pour qu'il y ait de la collaboration. Par contre, c'est un peu, moi, ce que j'appelle une collaboration de façade. Voilà, qui est un peu imposée. Il y a une injonction de collaborer, mais c'est plutôt une injonction d'apparaître ensemble. Et donc, il y a des territoires qui collaborent depuis très longtemps, sans contrat, sans rien, mais qui, voilà, c'est un petit peu dans l'ADN culturel de ces territoires. Mais peut-être que Laura veut compléter. Oui, c'était juste pour rebondir sur le cas que vous avez présenté sur Brest, puisque c'était l'un de mes cas, donc la relation Brest-Bretagne, le plus abouti. En termes vraiment de collaboration, pour eux c'était naturel de travailler ensemble, ils se connaissaient, ils dialoguaient, alors qu'il y a quand même un éloignement géographique fort. Et c'est ce que vous disiez, c'était déjà là, en fait, le contrat n'a fait que cristalliser cette relation. Et là, c'était exactement pareil. Il y avait des pratiques qui sont même remontées pour m'expliquer cela, jusqu'au COLIB, qui était un comité qui a émergé post-Seconde Guerre mondiale,
pour réfléchir justement à des droits en termes d'accessibilité santé et des droits sociaux. Et en santé, pour eux, c'est vraiment une culture, une manière d'être, et ça se retrouve aujourd'hui dans les démarches de participation citoyenne. Brest, ils ont un budget participatif, et ils ont pléthore d'outils comme ça qui requestionnent, etc. Alors après, voilà, je me suis demandé si j'avais étudié le cas Rennes, Bretagne, c'était la même chose, parce que le pouvoir de négociation, là, en termes de poids budgétaire, est justement différent. Brest a besoin de la région pour pouvoir se développer. Mais voilà, il y a cette notion de culture, en tout cas, de manière d'être, qui, je pense, va vraiment impacter la vision du travail collectif, qui prend du temps, qui nécessite de se remettre en question. Et je pense qu'on retrouve les mêmes thématiques aujourd'hui sur l'implication citoyenne. Il y a des territoires où il y a une résistance de fait, culturelle, historique, et d'autres où ça paraît naturel. Bon, on va leur demander leur avis quand même, ça paraît logique, quoi. Et pour d'autres où ça n'apparaît pas du tout le cas. Et c'est intéressant ce que vous avez dit sur les jeunes, puisque c'est ce qu'on essaye de mettre en perspective là sur le Place Marketing Forum, justement sur la santé. Quelle vision pour les jeunes? Et on avait fait un petit micro-trottoir avec justement nos étudiants, et pour eux c'était vraiment central, quoi. Le sport aussi, nous on aime bien faire des petites enquêtes. Moi, j'avais donné un cours à l'IE de Pau chez mon collègue Camille Chamard. Et donc on avait fait interroger les habitants, enfin on avait fait interroger par les étudiants les nouveaux habitants, c'est-à-dire ceux qui étaient arrivés à partir de mars 2020, donc pendant le Covid, une cinquantaine. Il y avait pas mal d'étudiants. Et ce qui ressortait beaucoup sur pas la raison de la venue, parce que souvent la raison de la venue, bon, il y a des trajectoires de vie, et notamment pour les étudiants d'études. Mais c'est vrai qu'il y avait une qualité de vie perçue très positive par les étudiants autour de l'offre sportive, de loisirs, hein, et autour de l'offre sportive dans un cadre naturel. Et alors, assez surprenant, parce qu'on se dit, bon, les étudiants, ils vont nous parler que Pau, pour faire la fête, c'est pas Bordeaux, c'est pas Toulouse. Enfin voilà, il manque la place Saint-Pierre, il manque chez Tonton le pastisomètre. Mais en fait, pas du tout. Ils étaient vraiment sur ces sujets de qualité de vie, de nature, de sport. Et c'est vraiment ce qu'ils appréciaient à Pau. Alors, ils ne se projetaient pas pour autant à rester sur le territoire. Voilà, ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, il y avait le DIRCAP de Bayrou qui est venu assister aux présentations. Ça ne lui plaisait pas forcément. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait un vrai intérêt de la part des jeunes sur ces questions de santé, de sport. Bon, l'offre de soins ne ressortait pas, mais peut-être qu'à Pau, il n'y avait pas la même problématique que sur Val-de-Loire. Il y a une offre de soins qui est de proximité. Mais voilà, c'est assez surprenant. Et nous, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, bon, il n'y en a pas beaucoup ici aujourd'hui, hein, je m'inclus dedans, mais je pense qu'il y a une manière différente de penser ces sujets, et notamment sur la question de l'environnement aussi. Et donc c'est vrai que dans nos réflexions, je pense de plus en plus, il y aura des études à développer sur ces catégories particulières de jeunes. En plus, on a de la chance, on a les étudiants sur place, hein, pour étudier ça. Mais il y a des manières de réfléchir, de fonctionner très différentes de ce qu'on a connu, nous, à notre époque. Et simplement une remarque, après vous avoir entendu. Alors, j'ai utilisé imprudemment le sens courant du terme marketing, mais j'y ferai attention parce que c'est vrai que la nuance est importante, donc je l'intègre. Vous évoquiez les schémas, donc les CRDE, 2I, le SRADET. Alors c'est vrai que ce sont de tours de table parce qu'on n'est pas dans l'unilatéralité. La région ne peut pas imposer, puisqu'il y a de plus en plus d'éléments dans ces documents. En revanche, ces tours de table permettent d'aboutir à un document qui ensuite produit des effets de prise en compte, de compatibilité qui sont importants, d'où l'intérêt aujourd'hui, et d'autant plus de la qualité de ces tours de table. Et simplement, je voulais signaler, il est vrai que la connaissance du territoire, c'est le préalable à la coopération, et tous ces documents, alors qu'on trouve dans le SRADET, les rapports, mais aussi dans les SCOT, dans le PLU, qui sont des éléments de connaissance fine du territoire, peuvent inspirer des coopérations. Comme le rapport dans le SRADET peut inspirer du SCOT élargi, de l'interscot, le SCOT élargi d'interscot, de l'intercommunalité poussée. Donc ce sont des éléments préalables et d'identification des besoins, mais aussi des qualités des territoires qui peuvent là aussi permettre d'augurer des développements de coopération. Voilà, pas plus que cela. Merci Julien. Peut-être une dernière question ? Oui, bonjour. Jean-Pierre Agnier, donc je suis membre du CODEV
de la métropole d'Orléans et je suis à la fois à la commission santé qui est là ce matin et à la commission attractivité. Voilà. Avez-vous eu l'occasion de suivre un territoire dont la condition sanitaire s'est détériorée, c'est affiché détériorée, et est-ce que vous avez pu mesurer comment, sur l'attractivité, cette détérioration s'est produite? Aurait-elle été brutale, progressive lente, progressive rapide? Jusqu'où aurait-elle pu aller? Voilà, c'est une vraie question pour nous. Merci beaucoup. On a l'exemple plutôt des territoires qu'on appelle joliment à faible densité. Je prendrai l'exemple du département de l'Aveyron, notamment. Je prendrai l'exemple du département du Cantal, du département du Lot. Et c'est vrai que là, la dégradation, elle est sur le solde migratoire, c'est-à-dire sur le fait qu'on assiste à une diminution du nombre d'habitants sur ces territoires-là. Et dans les éléments, alors c'est pas, ils n'ont pas la réponse. Les gens ne disent pas « je pars parce qu'il n'y a pas d'offre de soins », par exemple. Les gens partent, mais par contre, pour faire venir de nouvelles personnes, ils voient rapidement que c'est un critère qui va freiner l'arrivée, la question des soins. Par contre, ça ne reste pas un critère primordial. C'est-à-dire que le critère primordial pour arriver sur ces territoires, c'est l'emploi. C'est l'emploi du conjoint ou de la conjointe. C'est des éléments de qualité de vie, logement, mobilité notamment. Et la santé, quelque part, arrive un peu plus loin. Donc pour répondre à votre question, on n'a pas de territoire dont l'attractivité s'est dégradée du seul fait de la question de la santé. C'est beaucoup plus multifactoriel et la santé, c'est un des éléments essentiels. Mais je vous dirais, les grandes villes ont aussi des problématiques en termes d'offre de soins. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un spécialiste dans une grande ville, il va falloir vous armer de patience. Donc quelque part, voilà, ce n'est pas non plus une facilité qu'on retrouve dans certaines villes et une grande difficulté dans d'autres. Donc c'est des sujets importants. C'est un des sujets d'ailleurs de la Convention intercommunalité de France. Il y avait, je ne sais plus qui, pas mal de personnes qui réfléchissaient à ces sujets-là, donc sur la Convention à Bordeaux, sur la partie santé. Et ce qui ressortait, c'est qu'il n'y avait pas forcément de formule miracle. C'est-à-dire on a un peu tout essayé, mutualiser, inciter. Quand j'ai mutualisé, c'est-à-dire plusieurs services de soins avec des services administratifs. On a essayé l'incitation économique. On a essayé les week-ends, aller sauter dans les gorges du Tarn, etc. et donner envie. Bon, on se rend compte que il y a quand même des difficultés à attirer ces professions médicales. Donc la vérité est sans doute ailleurs, et elle est sans doute plutôt dans une vraie volonté des pouvoirs publics et des élus d'encadrer et de contraindre un petit peu les choix. Alors, un des éléments qui ressortait beaucoup, c'est la question des internats, de dire l'obligation pendant l'internat de faire une période dans un territoire à faible densité, et à travers ça, peut-être l'idée que la personne pourrait par la suite y rester. Bon, moi, quand on est sur ces sujets, je me dis de plus en plus, on est dans l'amour et dans le pré. C'est-à-dire finalement, si l'interne arrive, l'une des principales raisons pour le faire rester, il faut qu'il rencontre quelqu'un. Donc ça, c'est peut-être un autre service à développer sur les territoires. Je vous dis ça pour votre commission attractivité. Il y a peut-être une commission dating à mettre en œuvre et donc à permettre de mettre en relation. Mais c'est vrai que lorsque vous échangez avec des gens qui sont venus s'installer sur les territoires, mais je le dis beaucoup plus sérieusement, quand je disais que c'est des trajectoires de vie, c'est que souvent les gens qui restent sur des territoires, c'est des rencontres avec d'autres personnes, et on a rarement une analyse très rationnelle de la raison pour laquelle on vient sur un territoire. C'est-à-dire les gens, ils ne sont pas en train de comparer le prix au mètre carré de ce qu'il y a à Orléans, à Saint-Étienne, à Marseille, en disant « Oh là, attends, je vais aller où ?» Donc il y a cette dimension-là. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'au niveau des territoires, il y a peut-être quand même une certaine limite dans ce qu'on peut faire en matière de santé, justement, pour attirer cette profession, en sachant que tout le monde fait à peu près la même chose. C'est aussi la difficulté pour attirer ces professions médicales. Donc c'est peut-être plus là le rôle de l'État central que de trouver une solution pour aider ces territoires à faire venir ces professions médicales. Par contre, les éléments de qualité de vie, les éléments de mobilité et les territoires qui ont attiré, c'est beaucoup des territoires qui ont créé des agences. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Attitude Manche, qui sont des agences qui accompagnent
les salariés qui ont des projets de mobilité, mais qui les accompagnent de manière très personnalisée et avec des résultats. Voilà, sur ça. Très bien. Merci. On va peut-être s'arrêter là. Donc, merci beaucoup aux intervenants.